Rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue pour cette conférence de mise en état. Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire. La greffière d'audience. Merci, Monsieur le Président. Situation en République démocratique du Congo. Affaire le procureur contre Bosson Taganda. ICC 0104 0206. Nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir les présentations pour le compte-rendu? Commençons par l'accusation. Madame Sanson, bonjour, Monsieur le Président. Madame, Monsieur le juge. Madame Diane Looping. Monsieur Eric Iverson. Monsieur Rens van den Berg. Salam Yogou. Et moi-même, Nicole Samson. Donc, je suis premier substitut du procureur, les autres sont substituts du procureur, et M. Yirgou est commis aux affaires. Le président la défend. Que toutes les personnes présentes dans la salle d'audience, représentant M. Bosco Taganda ce matin, qui lui-même est présent, Margot Portier, case manager, Chloé Grandon, assistante juridique, Marie-Claude Boisvert, assistante juridique, ainsi que moi-même, Stéphane Bourgon. Merci, M. le Président. Thank you. Legal. Le président, merci. Les représentants légaux des victimes, s'il vous plaît. Madame, Monsieur le juge, les victimes des attaques contre les populations civiles sont représentées aujourd'hui par le Bureau du Conseil public pour les victimes, Caroline Voltor, juriste, et moi-même, Dimitri Souproun, conseiller. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Les victimes anciens enfants soldats sont représentés par Mohamed Abdou et par moi-même, Sarah Pellet. Merci. Thank you. Oh. Président, je vous remercie. Le greffe, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, pour représenter le greffe aujourd'hui, Monsieur Peter Van Averbeke, coordinateur juridique, et moi-même, Charlotte Dayron-Jacobi, en charge de la section d'administration judiciaire. Thank you. Le président, je vous remercie. Cette conférence de mise en état a été organisée afin de s'assurer que la Chambre soit mise au courant de l'avancement des préparatifs pour le procès. Le 22 janvier 2015, la Chambre a rendu une ordonnance portant calendrier avec ordre du jour. La Chambre a demandé aux parties de les avertir par email de tout point supplémentaire qu'ils souhaiteraient ajouter à l'ordre du jour. Or, la défense a identifié 4 points et nous allons débattre de 3 de ces points au titre du point de l'ordre du jour E. Il s'agit premièrement présentation de mémoire préalable au procès de l'accusation. Deuxièmement, requête de l'accusation concernant la préparatif des témoins. Et troisièmement, mode opératoire et contenu des communications entre la Chambre, les parties, les participants et le greffe. Et la Chambre n'a pas l'intention de débattre du 4e point proposé. En effet, la Chambre considère que la décision qui a été rendue hier règle justement ce problème. Maintenant, en préliminaire, lors de notre
lors de notre conférence de mise en état préalable, M. Bourgon avait soulevé le besoin de traduire certaines décisions de la Chambre en France afin d'aider la défense, principalement lorsqu'elle doit décider avec M. Ntaganda, elle parle de ces décisions avec M. Ntaganda. Comme les parties le savent, j'ai rencontré les représentants du greffe, y compris le chef de la traduction et M. Bourgon, afin de savoir comment ceci pourrait être réalisé de la façon la plus efficace. Je tiens à remercier ces personnes pour cette réunion et je vais maintenant donner lecture du résultat de nos discussions afin que cela soit noté au compte-rendu. Donc, la traduction du greffe travaille mais n'a que des ressources fort limitées et s'efforce donc de répondre aux besoins de traduction de la Cour, non seulement des chambres, mais de toute la Cour. Cela dit, les services de traduction du greffe ont déclaré qu'ils étaient prêts à aider dans la mesure du possible. Et pour ce faire, il faudrait que le greffe soit averti le plus rapidement possible des besoins en traduction. Et la défense, elle, a expliqué quels étaient ses besoins en termes de traduction, mais a indiqué qu'elle était prête à être très sélective en ce qui concerne les décisions qui devaient être traduites en priorité. Et la défense a convenu que les traductions devraient surtout, les traductions faites uniquement en priorité devraient porter sur le dispositif et sur la motivation des décisions. La Chambre est très reconnaissante de cette approche très constructive. Mais la défense a fait remarquer, cela dit, que les délais pour faire appel sont extrêmement courts et il serait peut-être nécessaire d'avoir des délais plus longs afin de pouvoir prendre ces instructions auprès de M. Ntaganda. La Chambre fait remarquer que ces demandes seront considérées au cas par cas, mais remarque que dans des circonstances exceptionnelles, il se pourrait que ce type de prorogation de délai soit accordée. Mais à l'heure actuelle, la Chambre demande à la défense d'identifier, si possible à l'avance, toute décision qu'elle souhaite faire traduire en priorité, sachant la traduction portera principalement sur les motivations de la Chambre. L'unité de traduction fera de son mieux ensuite pour répondre à cette demande. La Chambre reste prête à répondre à ces problèmes, à répondre à des problèmes si jamais il y en a. Maintenant, nous allons parler au premier point de l'ordre du jour, qui est les avancements du préparatif du procès, y compris la divulgation. Nous remarquons que la date provisoire du 31 janvier concernant la divulgation de toutes les pièces à charge dont disposait l'accusation avant le 9 octobre 2014 est dépassée. D'après nous, donc les divulgations demandées ont eu lieu. La Chambre remarque que la notification de divulgation de l'accusation en date du 4 février 2015 portant sur différents lots de divulgation qui ont été livrés les 21 et 30 janvier 2015. La dernière date butoir pour toute la divulgation est le 2 mars. La Chambre a remarqué que l'accusation fera sa prochaine divulgation, a fait sa dernière divulgation le 11 février 2014. Nous avons reçu aussi les demandes de l'accusation aux fins de retarder la divulgation de certaines informations et de certaines explications non standards, et auquel la défense aura la possibilité de répondre et sur laquelle la Chambre rendra une décision en temps et heure. Cela dit, pourrions-nous savoir où vous en êtes au niveau de la préparation du procès? Cette question s'adresse à l'accusation. Nous aimerions savoir si vous suivez le plan qui a été prévu. Madame Sampson.
Les observations de l'accusation sur ces points sont très courtes. En effet, nous sommes de toute façon... nous suivons notre plan. Comme vous l'avez dit, les pièces à charge dont nous disposions avant le 9 octobre 2014 ont été divulguées à la partie adverse. Nous préparons la divulgation des éléments suivants pour le 2 mars. Comme vous l'avez remarqué, une demande est en suspens. Une demande aux fins de divulgation retardée avec expurgation non standard. Nous parlerons peut-être plus tard aussi du mémoire préalable au procès, mais sachez que la divulgation du 2 mars devrait se faire en temps et heure. Je vous remercie. Madame Sanson, merci. J'ai 2 ou 3 questions supplémentaires à vous poser. Vous n'avez pas parlé de ce qu'il en est de l'article 54, petit 3E. Les documents renseignements obtenus sous confidentialité. Pourriez-vous nous dire où vous en êtes quant à la divulgation de ce type de pièces? Madame Sampson, oui. Nous avons divulgué tous les documents sauf 2. Tous les documents qui étaétaient dans la demande initiale, qui ont été présentés avant l'audience de confirmation des charges. Et il y a donc 2 documents qui sont encore en suspens. Et nous avons une nouvelle demande qui a été faite à sources différentes et qui concerne 9 documents supplémentaires. Mais d'après nous, il n'y va pas y avoir autre chose avant le 2 mars. Mais nous vous alerterons si c'est le cas. Le président, bien, avant cette conférence de mise en état, on nous avait dit qu'un accord avait été obtenu en ce qui concerne la traduction de certaines déclarations en kinyarwanda pour l'accusé et que ceci progressait. Est-ce que cela progresse vraiment? Réponse oui. Oui, en ce qui concerne l'essentiel des pièces. Dans notre écriture, où nous demandons à faire une divulgation un peu retardée, nous avons bien noté qu'il y avait 2 documents, 2 interviews pour lesquelles les transcriptions n'est pas terminées. Or, il est évident qu'on ne peut pas commencer la traduction avant que la transcription soit faite. Donc, pour ce document, il sera difficile d'atteindre et de respecter surtout le délai de la date butoir du 2 mars. Le président, merci. Madame Sampson. Maintenant, la défense, qu'en est-il? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce qu'il en est de la divulgation de votre côté, bien sûr. Maître Bourgon, merci. Donc, avant de présenter ceci, à la page 6, ligne 16, l'accusation a dit qu'ils avaient déposé un mémoire préalable au procès mise à jour. Pourrais-je avoir quelques informations sur ce document? Le président, Madame Sampson, oui, je suis désolé. C'est le DCC mise à jour et non pas le mémoire préalable au procès. Président, c'est ce que j'avais compris. Maître Bourgon, c'est encore à vous maintenant. Maître Bourgon, je vous remercie. Donc, en ce qui concerne les préparatifs pour le procès, eh bien, il y a certains points que j'aimerais soulever, bien sûr. Il y en a 4 qui sont les suivants. Premièrement, divulgation, bien sûr. Divulgation d'un côté des documents et de l'autre côté des pièces portant sur les témoins. Deuxième point, ce que nous pouvons attendre de l'accusation pour ce qui est du procès à venir, parce que c'est quand même un élément séparé et important de nos préparatifs. Ensuite, le mode opératoire et le fonctionnement même du procès. Et quatrièmement, un point qui est un peu une notification pour la Chambre et pour le greffe, c'est le manque de ressources de la défense pour les enquêtes principalement. D'ailleurs pour la défense en général aussi. Donc commençons par la divulgation. Alors, les choses ont changé par rapport au mois d'août, lorsque j'ai pris cette affaire en charge.
Aujourd'hui, d'ailleurs, les choses sont très préoccupantes, hélas. Alors, quant à savoir si cela aura un impact sur la date de commencement du procès, je ne peux rien vous dire. Les équipes de la défense travaillant pour l'équipe de la défense travaillant pour Monsieur Ntaganda essaye d'évaluer où nous en sommes et l'impact de la divulgation à l'heure actuelle. Nous allons nous efforcer, bien sûr, à respecter la date fixée par la Chambre, qui va d'ailleurs dans le sens de ce que souhaite M. Ntaganda, qui voudrait être jugé sans délai. Mais, à l'heure actuelle, je tiens juste à vous faire connaître quelle est notre situation. Et je dois dire que la situation est assez effrayante. Et je ne mâche pas mes mots. Donc commençons par la divulgation des documents. L'accusation s'efforce de respecter les délais qui ont été donnés par la Chambre, ce qui est normal. Mais nous voudrions parler de l'impact des dernières divulgations sur notre capacité à être prêt au procès et à bien représenter les intérêts de M. Ntaganda. J'aimerais vous faire part de quelques statistiques afin que vous compreniez bien l'ampleur de la situation. Au 15 janvier 2015, nous avions reçu, au terme de la divulgation, 7 934 documents représentant 91 650 pages. Donc, 7 934 documents et 91 650 pages. Et ça, c'était au 15 janvier, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, nous en sommes à 12 416 documents. 1, 2, 4, 1, 7. Ce qui représente 4483 documents supplémentaires, augmentation de 56%. Si on ne se penche que sur les documents que l'on appelle à charge. Au 15 janvier, nous en avions 2636, représentant 22 638 pages. Au 15 janvier, je répète. Et maintenant, nous en sommes à 7 838 documents, représentant 45 083 pages. Donc, quand on voit l'augmentation dans le volume de documents reçus depuis le 15 janvier, eh bien, il s'agit de 5 202 nouveaux documents qui seraient à charge. Une augmentation de 197%. Imaginez, pour chaque document qu'on avait en janvier, au cours du mois de janvier, on en a reçu 2 de plus. Donc, on a triplé le volume de travail. Augmentation donc de 197%. En nombre de pages, une augmentation de 22 445 pages. Pratiquement, ça a pratiquement doublé, 99% en plus. Le nombre de vidéos maintenant, au 15 janvier, nous en avions 127 de ces vidéos. Et aujourd'hui, nous en avons 184, augmentation plus 57%. 45% en plus. Et nous ne savons même pas quel est le temps nécessaire pour regarder toutes ces vidéos. On ne sait même pas combien de temps il nous faut pour regarder une vidéo. Je peux aussi poursuivre cela avec les documents divulgués au titre de la règle 77. Mais je pense que vous avez compris mon message. Depuis le 15 janvier, nous sommes noyés sous les documents.
Alors, nous avons parlé avec l'accusation, bien sûr. Et nous devons nous attendre à recevoir encore 1000 documents, soi-disant, à charge, entre maintenant et le 2 mars. Ce qui fait qu'en tout, nous aurons 8838 documents à parcourir, représentant 52 833 pages. Donc, par rapport au 15 janvier, enfin, du 15 janvier au 2 mars, on aura eu une augmentation de 235% en termes de documents. Mais le président, Maître Bourgon, nous avons bien compris. Bon, on a bien compris, toutes ces statistiques ne nous passionnent pas. On a bien compris que vous avez noyé sous les documents. Mais nous aimerions savoir ce que cela signifie pour vous et si vous avez une solution. Parce que nous vous aimerions que le procès commence lors de la date fixée. Alors, s'il vous plaît, dites-nous quel sera l'impact de cette avalanche de documents. Maître Bourreau, écoutez, je ne voulais pas vous noyer sous les chiffres. Je l'avais presque terminé d'ailleurs. Eh bien, les choses sont simples. Nous, on a attendu une embuscade et rien d'autre. Voilà ce qui nous est arrivé. Au vu d'ailleurs que l'accusation enquête sur cette affaire depuis 2005. L'accusation a eu 10 ans pour enquêter. De ce fait, on se demande si tout d'un coup l'accusation a découvert ces documents au dernier moment ou est-ce qu'elle est plutôt restée assise sur les documents tranquillement en essayant d'obtenir un avantage tactique par rapport à la défense. Donc cette information est importante pour la Chambre, mais pour tout le monde aussi qui se trouve à l'extérieur de cette Cour pénale internationale et qui suivent nos débats. Maintenant, parlons des témoins, afin que vous compreniez aussi où nous en sommes au niveau des témoins. Au 15 janvier, nous avions une liste de 60 témoins, et là, je ne prends pas en compte les témoins experts. 15 nous sont encore inconnus, alors que le procès va bientôt commencer. Ça fait 25% de témoins qui nous sont inconnus. Il y a 8 témoins dont pour lesquels nous n'avons ni nom ni pièce. Pour 7, nous avons quelques pièces, mais pas d'identité. Le 30 janvier, l'identité de 7 de ces témoins a été divulguée à la défense. Donc aujourd'hui, il nous reste encore 8 témoins inconnus. Pour 4 d'entre eux, nous disposons de certaines pièces. Et pour les autres 4, nous sommes dans le noir total. On ne sait rien. Ni pièces, ni identité. De plus, lorsqu'on étudie de près vos décisions qui autorisent la divulgation tardive, eh bien, on ne sait toujours pas quand exactement nous saurons qui sont ces personnes. Et j'aimerais vraiment que la Chambre demande à l'accusation de s'expliquer sur ce fait. Ensuite, et peut-être, corrigez-moi si je ne me trompe, mais on nous a informé du souhait de l'accusation qui voudrait ajouter 10 nouveaux témoins. 10 nouveaux témoins où nous sommes encore dans le noir total. On ne dit ni leur identité, ni rien à propos de ces personnes. Donc, je vais peut-être vous rechanter mon refrain, mais j'aimerais savoir quand est-ce que cela va s'arrêter. L'accusation a quand même eu le temps de bâtir sa thèse. Normalement, elle devrait être prête. Parce que sinon, la défense ne saura jamais à quoi elle doit répondre. De plus, les enquêtes en cours de l'accusation incitent les gens à se présenter à la CPI, et certainement pas pour faire avancer la cause de la justice, mais plutôt pour essayer de profiter un peu d'un faux témoignage qu'ils pourraient éventuellement faire. Donc nous avons besoin d'un mécanisme pour contrôler ce flot de documents et cette divulgation. Et l'accusation devrait informer les chambres de tout témoin avec lesquels ils sont en contact, afin que l'on puisse à un moment mettre un terme à leurs enquêtes. Nous avons quand même un certain contrôle, fort heureusement. Enfin, nous aimerions avoir un contrôle sur les enquêtes
en cours du côté de l'accusation. Dernier point portant sur la divulgation. Il s'agit des documents de la règle 54. Mais ma contradictrice nous en a parlé. Donc, ces documents ont été abordés lors de la conférence de mise en état en septembre. Mais le sujet n'a pas été rediscuté depuis. Le dernier rapport reçu date du mois de juillet. Donc, je parle d'un rapport officiel qui a été déclenché par une ordonnance rendue par le juge unique dans l'affaire de la chambre préliminaire. Enfin, j'admets, je ne devrais pas le faire, hein, mais je vous avoue que nous ne savons plus très bien où nous en sommes là. Nous aimerions que l'accusation nous informe donc de les divulgations au titre de la règle 54 et informe bien sûr aussi la Chambre officiellement. Maintenant, j'en ai terminé donc avec la divulgation. Le président serait peut-être plus utile de donner la parole à Madame Sampson pour qu'elle puisse répondre plutôt que de passer en revue tous vos points à l'ordre du jour. Donc, je donne la parole à Madame Sampson. Madame Sampson, merci. Oui, c'est plus facile pour l'accusation de répondre au coup par coup, si je puis dire. Donc, pour ce qui est des plaintes de la défense à propos de la divulgation, je répète toujours la même chose. Le délai, nous respectons le délai de la Chambre. La Chambre n'a pas demandé à faire appel de ce délai. Ils étaient d'accord avec la proposition, d'ailleurs, et avec l'ordonnance de la Chambre lorsqu'elle a été rendue. L'accusation doit divulguer l'identité de ses témoins au 2 mars 2015 au plus tard. C'est tout. À moins qu'il y ait, à moins qu'on accorde à l'accusation une prorogation du délai, de ce délai auquel l'identité doit être donnée. Donc, pour ce qui est des statistiques, il est vrai que l'accusation a donné à la défense sa liste de témoins, 60 personnes. Donc, 52 sont connus de la défense. Il y en a 4 pour lesquels la défense connaît en fait la teneur même des informations qu'ils nous donneront, sans pour autant connaître leur identité, et 4 autres dont l'identité sera révélée à la défense suite à la décision de la Chambre. Donc l'accusation ne comprend pas bien pourquoi la défense se plaint tant. En ce qui concerne la divulgation des documents, les statistiques fournies par Maître Bourgon vous peignent une image de la situation qui n'est pas très juste en fait. Il est vrai que l'accusation a divulgué beaucoup des documents depuis la confirmation des charges, mais c'est son obligation et rien d'autre. D'après nos statistiques, nous avons divulgué pratiquement 7000 documents depuis juin 2014, documents à charge, entre autres, mais il y a un grand nombre de nouvelles divulgations qui avaient déjà été faites. En effet, c'était une décision de la Chambre demandant à ce que l'accusation divulgue des versions moins expurgées de certaines de ces pièces. C'est ce que nous avons fait. Donc, 1600 des documents qui ont été divulgués depuis juin 2014 sont des nouvelles divulgations de documents dont la défense disposait déjà. Et 3000 des documents qui viennent d'être divulgués portent sur les exhumations faites par l'accusation, donc photographies, vidéos de l'exhumation, les exhumations et les rapports portant sur ces exhumations seront divulgués en avril. Mais ce sont des documents qui étayent un événement en fait et rien d'autre. Événements qui sont les exhumations. Ensuite, d'après notre information, 1500 documents sont nouveaux et ont nouvellement été divulgués comme pièces à charge depuis janvier 2015. La pratique se reprend depuis juin 2014. Voici ce que nous avions à dire donc sur la divulgation. Le président, je vous remercie. Voulez-vous répliquer, Maître Bourgon? Maître Bourgon, non, je vais passer à un autre point à l'ordre du jour, mais je répète quand même, nos chiffres ne coïncident
ne correspondent pas avec les chiffres de l'accusation. Donc, je pense que nous allons parler pour voir quels sont les bons chiffres. Mais sachez que nos chiffres, d'après nous, sont des chiffres qui représentent vraiment des nouveaux documents qui nous ont été divulgués. Nous en parlons avec l'accusation, mais nous voulions vraiment que la Chambre comprenne bien quel est le fardeau de travail, l'avalanche de documents qui nous est tombé dessus. Maintenant, pour ce qui est maintenant, le deuxième point que nous aimerions parler, ce que nous pouvons nous attendre pour le procès. Donc, nous avons été informés que l'accusation serait sans doute prêt à citer son premier témoin juste après les propos liminaires, mais nous ne savons pas exactement qui sera ce premier témoin ou qui seront ces premiers témoins, ce qui ne nous étonne pas, bien sûr. Mais enfin, pour l'instant, ça ne nous gêne pas trop. Toutefois, je soulève cette question car cette question a son importance. Car si vous prenez en considération la situation en matière de divulgation et tout le travail que nous devons faire en amont avant le procès, il est important que nous sachions quels sont les premiers témoins qui vont être convoqués. Et pour que tout puisse être enclenché, et c'est une suggestion que je me permets très respectueusement de faire, je pense que les témoins qui devraient être convoqués avant les vacances judiciaires d'été, à savoir si, bien entendu, le procès commence le 2 juin tel que cela est prévu, nous devrions pouvoir être informés de la situation à propos de ces témoins au moins 1 mois à l'avance. Ainsi, nous pourrons en quelque sorte régler les autres questions par la suite. Et puis il y a autre chose, Monsieur le Président, de façon très succincte, à propos de la dynamique du procès. Je soulève cette question non seulement pour parler du modus operandi du procès à proprement parler, mais également, je pense, au contre-interrogatoire, à l'interrogatoire principal, aux questions supplémentaires, aux questions qui peuvent être posées par les juges, au nombre de jours d'audience qui sera prévu par la Chambre par semaine, au nombre d'heures qui seront prévues par journée d'audience, au temps de préparation pour les témoins, je pense que toutes ces questions devraient pouvoir être soulevées au moins 2 mois avant le début du procès pour que nous puissions commencer à planifier. Et puis, j'aimerais également aborder la question, toujours dans le cadre de la préparation à ce procès, j'aimerais, disais-je, parler des ressources d'enquête de la défense. Et je soulève cette question car je pense que cela pourrait devenir un problème. Et je souhaite que cela soit consigné au dossier, car pour préparer cette affaire, un budget nous a été attribué, un budget d'enquête. Et ce budget englobe à la fois les frais de voyage pour tous les membres de l'équipe de la défense, ainsi que les rémunérations prévues pour les personnes qui seront responsables de ces enquêtes. Comme la Chambre peut aisément l'imaginer, pour cette affaire, nous devons mener à bien un travail d'enquête extrêmement sérieux. Avant le procès, mais également pendant le procès. Et au vu du budget dont nous disposons à l'heure actuelle, il est très vraisemblable que nous épuisions nos ressources peu de temps avant le début du procès, ce qui signifie que nous ne pourrons plus rémunérer la personne chargée des enquêtes sur le terrain, ce qui bien entendu ne pourrait pas être acceptable. Et j'ai soulevé cette question auprès de la direction ou de la direction des services judiciaires. J'en ai également parlé en tant que gérant et directeur de mon équipe. J'en ai également parlé au chef de CSS. Et je pense que les chiffres se passent d'explication. Au vu de l'information obtenue obtenue par le procureur, il semblerait que ce procès pourrait durer au moins 4 ans, et c'est une première estimation tout à fait préliminaire. Donc j'informe maintenant la Chambre que la défense va très vraisemblablement convoquer au moins autant de témoins que l'accusation, si ce n'est davantage. Alors lorsque j'ai parlé de ce problème
à la direction, au directeur des services judiciaires ainsi qu'au chef de la section CSS, il m'a été dit de ne absolument pas me préoccuper et que toute requête ou demande justifiée de ma part serait prise en considération. Ce que j'aimerais faire, Monsieur le Président, c'est éviter que j'arrive à la fin des ressources dont je dispose. Ensuite, je me trouverai dans une situation, une véritable impasse, coincée entre la défense et le greffe. C'est pour cela que j'en parle. Et j'ai terminé. Le Président. Alors, avant de redonner la parole à Madame Sampson, j'aimerais en fait faire quelques observations à propos de certaines questions que vous venez de soulever. Pour ce qui est de votre deuxième question, Maître, je vous suis reconnaissant d'avoir abordé cette question ou ces questions. Il s'agit de questions pratiques qui portent sur la façon dont le procès sera mené à bien et je peux d'ores et déjà vous promettre que nous allons consacrer une bonne partie de nos prochaines conférences de mise en état à cette question. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Sampson pour qu'elle nous fasse part de ses observations brièvement à propos de la première remarque de Maître Bourgon. Madame Sampson, je vous remercie. Alors, il s'agissait donc des témoins et de l'ordre de comparution des témoins. D'après ce que je comprends de ce qu'a dit la défense, il souhaiterait avoir une liste de ces témoins et un ordre de comparution de ces témoins avant les vacances judiciaires d'été. Donc ils nous disent 2 mois avant le début du procès, ce qui nous amène au 2 avril. Alors nous allons nous efforcer de fournir cette liste aussi rapidement que possible. Je pense que le 2 avril, c'est une date un peu trop rapide, mais nous serons en mesure de fournir cela 1 mois avant le début du procès. Si nous disposons de cette liste plus tôt, nous serons bien entendu les premiers à être très heureux de les présenter à la défense. Mais pour le moment, nous vous disons 1 mois avant le procès. Le juge président, je vous remercie. Une question supplémentaire à Maître Bourgon à propos des divulgations. Car Maître Bourgon, la Chambre remarque que la défense a également certaines obligations au titre de la règle de l'article 79, ou de la règle 79. Je vous parle de la défense d'alibi et d'autres défenses précises. Et pour autant que nous le sachions, ce genre de communication n'a pas été présenté. Donc, sans porter préjudice aux dispositions de la règle 79.3, est-il exact que la défense n'a pas l'intention de soulever ce type de défense? Maître Bourgon, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne peux pas répondre de façon affirmative à cette question, mais je vous dirais que nous sommes en train d'étudier la question. Il est très peu vraisemblable que cela soit le cas. Donc, sans pour autant que la décision définitive ait été prise, je vous dirais que telle n'est pas notre intention, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Alors, nous allons maintenant passer au 3e point de l'ordre du jour, à savoir les faits faisant l'objet d'accords. Lors de la dernière conférence de mise en état... Ah, excusez-moi. Oui, Madame Pellet, vous avez la parole. Mon intention n'était pas de vous couper la parole, mais simplement de pouvoir faire nos observations sous le point qui était en train d'être clôturé. Merci. À propos de la divulgation, puisque c'est aussi un point très important pour la préparation des victimes, nous souhaitons simplement indiquer à la Chambre que si votre décision sur la participation des victimes du 6 février dernier, pour laquelle nous vous sommes reconnaissants, aurait dû régler une partie du problème concernant la divulgation aux représentants légaux. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. La situation effrayante décrite par Maître Bourgon, quelles que soient les statistiques que l'on prenne, les statistiques que vous ont présentées la défense, ou ceux du procureur, du bureau du procureur, l'est encore plus pour nous, puisque à l'heure d'aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'est-à-dire le représentant légal des anciens enfants soldats, je n'ai eu accès qu'à, je pense, 57 documents parmi les 12 416 documents avancés par la défense. Il faut que
Monsieur le Président et Madame et Monsieur les juges comprennent, l'accès à ces documents est essentiel pour pouvoir représenter les intérêts des victimes au procès. Aujourd'hui, le procureur nous informe qu'il a demandé à CMS de nous donner accès à l'ensemble des documents. Ce n'est pas le cas et nous souhaitions que vous en soyez informés. D'autre part, à propos, puisque vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, de la dernière transmission du bureau du procureur, le bureau du procureur précisait qu'il allait effectivement demander à CMS et nous n'avons pas eu accès à l'annexe qui avait été classifiée confidentielle ex parte, uniquement disponible au procureur et à la défense. Ça ne nous semble pas complètement en ligne avec votre décision sur la participation des victimes, puisque nous ignorons la raison et la base juridique pour laquelle cette annexe avait été classée confidentielle ex parte. Voilà, nous souhaitions aborder ces points pour que les choses soient aussi prises en compte en ce qui concerne les représentants légaux des victimes. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, Madame Pellet, merci d'avoir attiré notre attention sur ces questions extrêmement importantes, effectivement. Et je peux vous confirmer que nous allons nous intéresser à la question. Et comme je vous l'indiquais, nous étions sur le point de parler des faits faisant l'objet d'accords. Comme je l'avais déjà dit lors de la dernière conférence de mise en état, il avait été indiqué que les parties essaieraient d'avoir des discussions à ce sujet en janvier. La Chambre a pris note, bien entendu, de la réserve exprimée par la défense à propos de la relation ou du lien potentiel entre divulgation et faits faisant l'objet d'accords. Toutefois, il est important de mener à bien ces discussions à propos des faits faisant l'objet d'accords avant que l'accusation ne dépose la version définitive de sa liste de témoins et d'éléments de preuve. Donc je m'adresse à la défense et j'aimerais savoir ou je m'adresse à l'accusation plutôt, et j'aimerais savoir s'il y a des progrès qui ont été faits en la matière. Madame Thompson, oui, tout à fait. Alors, bien entendu, il n'est pas possible de traiter des faits faisant l'objet d'accord avant la date butoir pour l'accusation, pour qu'elle présente sa liste d'éléments de preuve et sa liste de témoins. Il y a des ajustements qui seront effectués, mais ceci étant dit, l'accusation et la défense ont été en mesure de se réunir et nous avons eu ce que je décrirais comme une discussion préliminaire et la mise au point d'un calendrier pour les faits faisant l'objet d'accord. Et nous avons une proposition pour la Chambre. L'accusation, en vertu de cette proposition, fournirait une liste de faits faisant potentiellement l'objet d'accord à la défense le 3 avril et la défense aurait jusqu'au 1er mai pour y répondre. Et nous espérons que cela sera utile à la défense et lui donnera la possibilité d'apporter des contributions dignes de ce nom après qu'elle aura étudié les documents communiqués et cela nous permettra d'intégrer tous les changements pour la liste des témoins et la liste d'éléments de preuve. Le président Maître Bourgon, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Maître Bourgon, comme cela a déjà été indiqué, bien que la défense soit intéressée et tout à fait disposée à participer à cet exercice visant les faits faisant l'objet d'accord, nous pensons toutefois qu'il y a un intérêt à mener à bien cet exercice et nous avons d'ailleurs déjà dit précédemment que nous aurions pouvoir commencer à nous intéresser à cette question dès le mois de janvier. La situation actuelle est telle, comme l'a indiqué ma consoeur, que cela n'est ni possible ni viable ou faisable. Il serait absolument irresponsable de la part de la défense de se lancer dans l'analyse de faits faisant l'objet d'accord ou de faits faisant possiblement l'objet d'accord sans avoir préalablement analysé les éléments de preuve documentaires. Nous continuons à penser que il est intéressant et utile d'avoir des faits faisant l'objet d'accord, mais cet exercice pourra être mené à bien à une étape ultérieure. Pour le moment, et je pense aux dates mentionnées par l'accusation, nous sommes d'accord avec ces dates,
il nous sera extrêmement utile d'avoir le 3 avril une liste de faits faisant potentiellement l'objet d'accord et nous y répondrons au plus tard le 1er mai. Alors, en matière de faits faisant l'objet d'accord, il faut savoir que ce n'est pas un exercice unilatéral, c'est un exercice bilatéral. Donc, nous avons également l'intention de proposer une liste à l'accusation, une liste de faits faisant l'objet d'accord, mais nous n'avons pas été en mesure où nous ne serons pas en mesure de respecter la date butoir et de fournir à l'accusation une liste au plus tard le 3 avril. Donc, ce que nous disons tout simplement, c'est que nous espérons que la Chambre n'ait pas trop de grande attente à ce sujet, parce que ce serait induire la Chambre en erreur que de dire oui, nous allons pouvoir fournir une liste de faits faisant l'objet d'accord à une date précise. C'est un exercice qui est déjà assez difficile, surtout lorsqu'on n'a pas pu prendre connaissance des éléments de preuve. Le Président, je vous remercie, Maître Bourgon. Je comprends fort bien ce que vous me dites. Et comme vous l'avez dit, il s'agit d'un exercice extrêmement important. Madame Pellet, je ne vous avais pas oublié. Simplement, Sorry, because you are sitting in a... Excusez-moi, Madame Pellet. Vous savez, vous êtes un peu dans un angle mort pour moi. Je ne vous vois pas. Très bien. Je sais aussi. En ce qui concerne les discussions relatives aux faits faisant l'objet d'un accord, nous ne sommes informés des développements que lorsque ces développements sont évoqués dans des conférences de mise en état. Nous vous l'avons déjà indiqué, lors des dernières conférences de mise en état, les représentants légaux ne sont jamais impliqués dans ces négociations. Nous voulons juste à nouveau vous indiquer que ces discussions sont extrêmement importantes également pour la représentation légale des victimes, pour que celle-ci soit effective. Et, Monsieur le Président, la participation, l'importance de ces accords est d'ailleurs explicitement reconnue à la règle 69 du règlement de procédure et de preuve, puisqu'elle vous permet, vous, la Chambre, de considérer ces faits comme établis, à moins qu'elle n'estime qu'ils doivent être exposés de façon plus complète dans l'intérêt de la justice, et j'insiste, en particulier dans l'intérêt des victimes. Pour cette raison, nous souhaitons simplement, puisque des discussions ont déjà eu lieu, qu'en cas d'accord entre les parties sur les faits faisant l'objet d'un accord, nous souhaitons pouvoir être entendus et pouvoir vous soumettre des observations avant que vous ne statuiez sur l'accord en question. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, je vous remercie beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres observations à ce sujet et je pense que nous pouvons maintenant passer au point suivant, qui est le point relatif aux consignes conjointes données aux témoins experts ou instructions communes. Alors de même, eu égard à l'instruction commune potentielle d'experts, de témoins experts, nous remarquons que la date butoir visant la divulgation de la toute dernière liste définitive de l'accusation est le 2 mars 2015 et le 17 avril 2015 correspond à la date pour la divulgation de tout rapport de témoins experts. Alors je m'adresse à l'accusation et j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de nous fournir un état d'avancement des travaux à ce sujet. Madame Samson, oui, tout à fait. Là, le procureur et la défense se sont réunis pour parler de la possibilité d'instructions communes données à des témoins experts. Nous n'avons pas été en mesure de parvenir à une conclusion définitive. Toutefois, nous, avec votre aval, Madame, Messieurs les juges, nous souhaiterions pouvoir nous rencontrer le 16 mars à nouveau pour voir si nous pourrions parvenir à une conclusion. Je remarque que la date butoir pour la présentation du rapport d'experts ou des instructions est le 17 avril. Nous avons cette réunion le 16 mars, donc je pense qu'il est assez peu vraisemblable que nous soyons en mesure de nous mettre d'accord pour des instructions communes données au vu de la date butoir. Mais nous allons nous réunir de toute façon et voir ce que nous pourrons faire. Le président Maître Bourgon, qu'en est-il? Maître Bourgon, très rapidement, Monsieur le Président, je vous dirais que la situation est celle
qui a été décrite par ma consoeur. Nous avons certes eu une discussion, mais au vu de la situation en matière de divulgation et de tout le travail que nous devons faire en amont du procès, il nous est très difficile de jouer un rôle utile lors de discussions à propos d'instructions communes pour les experts. Ma consoeur a mentionné la date du 16 mars. J'avais compris quelque chose de différent. Je pensais qu'ils allaient nous présenter un résumé le 16 mars. Le 16 mars est certes une date que j'ai consignée dans mon calendrier pour poursuivre la discussion à propos des experts, des témoins experts. Alors, je vous dirais que pour le moment, la défense ne sait absolument pas quel expert elle pourrait convoquer ou quel expert elle pourrait envisager de convoquer de façon utile. Donc, à moins que nous ne voyions et comprenions l'intention du procureur, à moins que nous sachions le nombre de témoins et le type de témoins qu'ils souhaitent ou qu'ils ont l'intention de convoquer, il nous semble tout à fait difficile de nous livrer à cet exercice. Lors de nos discussions, ma consoeur a mentionné un certain nombre d'experts qu'il souhaiterait convoquer. 7, peut-être 8, au vu de la liste dont je dispose maintenant. C'est pas la peine d'analyser cette liste d'ailleurs maintenant, mais il y a quelque chose qui est important pour nous, pour savoir un peu où va, ou à quoi pense, ou vers quoi œuvre le procureur. Et si nous pouvions le savoir, nous pourrions ainsi donner des instructions communes et nous nous efforcerions de le faire du mieux possible. Mais c'est un peu la même situation que la situation qui prouvait en matière de faits faisant l'objet d'accords, au vu de la situation en matière de divulgation. Le président, Madame Pellet ? Je suis désolée de décaler votre angle de vision. Simplement, à nouveau, en ce qui concerne les instructions de nos experts, là encore, juste pour vous rappeler que les représentants légaux des victimes n'ont pas été impliqués dans le processus de désignation des témoins experts, mais que nous vous demandons au moins d'être notifiés du résultat des consultations entre le bureau du procureur et la défense pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées en ce qui concerne les faits faisant l'objet d'un accord, puisque l'incidence des champs d'expertise proposés pourrait être très important sur les intérêts personnels des victimes que nous représentons et nous pourrions participer utilement à ce processus afin de garantir la représentation effective des victimes pendant le procès. Je serai très rapide, Monsieur le Président. En soutien à cette demande, juste qu'il me soit permis de rappeler que les textes juridiques de la Cour accordent de manière explicite aux victimes le droit de participer à ce processus. Et je vous renvoie à la norme 44 du règlement de la Cour, et d'autre part que la jurisprudence de la Cour est assez unanime sur ce point, puisque les représentants légaux des victimes ont été autorisés à participer à ce processus dans l'affaire Lubanga, dans l'affaire Bemba et dans les 2 affaires kenyanes. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie, Madame Pellet. Alors, il est évident que nous prendrons en considération les 3 éléments que vous venez de mentionner. Mais je pense qu'il serait peut-être judicieux que vous considériez ou que vous envisagiez de présenter une écriture pour reprendre les 3 aspects que vous venez de mentionner. Vous pourriez étoffer cela d'arguments détaillés et de jurisprudence. Je pense que ce serait utile pour la Cour. Simplement, si vous pouvez nous indiquer un délai. I think. Le président. Eh bien, 3 semaines. 3 semaines, je pense que ce devrait être suffisant. Très bien.
Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Très bien. Nous allons maintenant passer à un autre point de notre ordre du jour, les audiences in situ. Et je pense notamment aux déclarations liminaires ainsi qu'au rapport déposé par le greffe le 2 février 2015. Et je dois maintenant informer le public qui suit cette conférence de mise en état que par mesure de précaution, la Chambre va maintenant passer à huis clos partiel pour débattre de cette question, ce qui signifie que vous n'allez pas être en mesure de nous entendre. Je pense que cela devrait durer entre 15 à 20 minutes environ. Mais ensuite, nous repasserons en audience publique et j'essaierai de résumer le résultat ou les résultats de cette partie de notre conférence de mise en état très rapidement. Je pense qu'il faut que nous respections la nature privée de cette discussion. Je m'adresse à la greffière d'audience et je souhaiterais, madame, que nous passions à huis clos partiel.
We're in open session, Mr. President. Fier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Thank you. Le juge président, je vous remercie. Nous sommes de nouveau en audience publique. Je voudrais très brièvement résumer la teneur de notre discussion avec le partiel. La Chambre a entendu les observations des parties, des participants et des représentants du greffe s'agissant de la proposition de tenir une audience pour l'audition des déclarations liminaires en la présente affaire in situ. La Chambre fait remarquer qu'il est nécessaire que les parties reçoivent de plus amples détails au moment opportun avant de prendre une décision définitive sur la tenue d'audience in situ. Cela étant, la prochaine étape consistera à formuler une recommandation à la présidence pour changer le lieu où seront tenues les audiences en application de la règle 100 du règlement de procédure de preuve, si, j'insiste sur le si, s'il est jugé nécessaire de le faire après avoir entendu le point de vue des parties et des participants ainsi que des représentants du greffe. Je voudrais à présent passer aux 3 derniers points à l'ordre du jour qui ont été proposés par la défense. Le premier est le suivant. Il s'agit du mémoire préalable de l'accusation. Nous vous rappelons que la Chambre avait ordonné que le mémoire préalable soit déposé 3 mois avant le début du procès. Il s'agit donc... nous avions imposé le délai du 2 mars 2015. L'accusation a depuis déposé une requête pour bénéficier d'une prolongation de 7 jours. Écriture 454. Le 13 février 2015, la Chambre a indiqué aux parties et aux participants qu'elle souhaitait recevoir des réponses orales sur cette requête. La Chambre est prête à entendre vos observations sur la question avant de passer au point que la défense souhaiterait aborder s'agissant du mémoire préalable. Madame le procureur, avez-vous quoi que ce soit ajouté à votre écriture? Madame Sanson, non, Monsieur le Président. Le juge président, très bien. Maître Bourgon. Maître Bourgon, je vous remercie, Monsieur le Président. La défense s'oppose à la requête de l'accusation tendant à bénéficier de 7 jours supplémentaires pour le dépôt de son mémoire préalable. La raison principale est la suivante. L'accusation n'a pas justifié cette requête. L'accusation a défini un critère dans son écriture, critère qui devrait aider la Chambre à déterminer si l'une ou l'autre partie a satisfait à ce critère. Or, l'accusation n'a pas été en mesure de satisfaire à ce critère. L'enquête en cette affaire dure depuis 9 ans maintenant. Les délais relatifs à la divulgation sont connus de l'accusation. Elle les connaît depuis fort longtemps. Même si la Chambre a ordonné la présentation ou n'a ordonné que la présentation de son mémoire préalable dans le cadre de sa récente décision relative aux documents de notification des charges, la date du 2 juin pour l'ouverture du procès était connue de l'accusation. L'accusation savait également que le mémoire préalable devait être présenté. La défense en parle depuis le début de cette affaire. D'après les informations dont nous disposons et qui figurent dans l'écriture de l'accusation, il semblerait que 5 nouveaux témoins ou 5 déclarations de témoins justifieraient la requête en prolongation du délai formulé par l'accusation. Les 5 déclarations de témoins seront faites en février. Par conséquent, nous estimons que l'accusation dispose déjà de toutes les informations nécessaires pour déposer un mémoire préalable conformément à l'ordonnance de la Chambre. L'accusation essaie de faire valoir que ce délai supplémentaire n'entraînerait qu'un préjudice minimum à la défense. Premièrement, c'est une question qui n'est pas pertinente, c'est-à-dire la question de savoir s'il y a préjudice ou pas. Deuxièmement, nous savons que l'accusation était au courant du fait que la défense souhaitait disposer d'un mémoire préalable.
et ce, 2 mois, ou plutôt 3 mois avant le début du procès. En ce qui concerne les circonstances entourant cette affaire, j'ai pris tous les moyens pour expliquer à la Chambre, pour montrer à la Chambre quelle est la situation actuelle en ce qui concerne la divulgation. Pour nous, chaque journée qui passe est une journée importante. Chaque journée, depuis le moment où nous allons recevoir effectivement le mémoire préalable et le début du procès, est important. 7 jours, c'est important, c'est très important à notre avis. Il me semble que l'accusation veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle veut d'une part disposer d'un délai supplémentaire, mais elle ne veut pas reporter davantage le début du procès. Ils veulent les 7 jours supplémentaires, mais ils nous disent que nous pouvons quand même commencer le début comme prévu le 2 juin. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Nous souhaiterions rappeler, Monsieur le Président, que la défense a, à diverses reprises, insisté sur la nécessité de disposer d'un mémoire préalable 3 mois avant l'ouverture du procès. Mais nous voulons également insister sur le fait que nous sommes disposés à commencer le procès le 2 juin et nous espérons que ça sera le cas. Nous rappelons également que ce délai de 3 mois n'est pas une surprise. Le fait que l'accusation ait accepté dans des écritures précédentes des observations faites par oral de présenter un mémoire préalable 3 mois avant le début du procès, ça n'a rien de nouveau. À un moment donné, dans l'écriture de l'accusation, il est fait mention du fait que la défense était disposée à accepter un délai de 2 mois. Or, ceci risque de nous induire en erreur, parce que nous avions dit que nous serions disposés à accepter un mémoire préalable uniquement 2 mois avant l'ouverture du procès. À ce moment-là, l'option qui était devant la Chambre était celle qui comportait 3 documents, c'est-à-dire le document de notification des charges, un document de notification des charges comportant des notes de bas de page, ainsi que le mémoire préalable. À ce moment-là, nous avions dit que le délai pourrait être éventuellement écourté. Or, nous ne pouvons pas dire que le mémoire préalable est tout simplement un outil supplémentaire. Non, c'est l'outil par excellence, c'est un outil essentiel pour la préparation de la défense. Il est impératif que nous sachions quelle est la thèse de l'accusation. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais dire que l'accusation devrait être rejetée et que l'accusation devrait être tenue de présenter son mémoire préalable au 2 mars. Et dans l'éventualité où l'accusation reçoive de nouvelles informations plus tard, elle pourrait amender son mémoire préalable. Au rythme où vont les choses, si de nouveaux témoins se présentent, l'accusation devra de toute façon amender son mémoire préalable. Et laissons de côté tout cela, Monsieur le Président. Si l'accusation avait demandé un délai supplémentaire de 7 jours, si elle avait eu le courage de dire ce délai supplémentaire risque de repousser la date d'ouverture du procès de 7 jours, à ce moment-là, nous n'aurions pas eu d'objection. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le juge président, merci, Maître Boucan. Avant de redonner la parole à Mme Sanson, je voudrais donner la parole au représentant légal des victimes. Nous ne s'opposons pas à la requête du bureau du procureur. Merci. So, Ms. Simpson, floor is yours. Juge président, la parole est à l'accusation. Madame Sanson, merci, Monsieur le Président. Nous avons exposé de façon très claire notre position dans notre écriture s'agissant de la requête que nous avons présentée, ainsi que des motifs la sous-tendant. Au final, Monsieur le Président, il s'agit d'un délai supplémentaire de 7 jours, ce qui permettra néanmoins à la défense de disposer de 12 semaines avant l'ouverture du procès, si la Chambre devait faire droit à cette requête. Ceci permettrait à la Chambre, aux parties, aux participants, d'avoir une idée plus générale de la thèse de l'accusation, thèse fondée sur les derniers éléments de preuve dont elle dispose. Le mémoire préalable, un mémoire préalable qui serait mis à jour de façon continue n'est pas un scénario idéal. Il y va de l'intérêt de tous de nous permettre un délai supplémentaire de 7 jours pour vous fournir un document plus général et plus global. Pour ce qui est de la notification de la défense, cette plainte ne tient pas la route parce qu'elle connaît les tenants et aboutissants de cette affaire. La défense dispose déjà d'un tableau
d'une synthèse ainsi que des informations qui découlent de l'audience de confirmation des charges. Ils ont reçu un volume important de pièces. Ils ont également entendu nos observations dans le cadre de l'audience de confirmation des charges, y compris les notes de bas de page, les références, ainsi que les éléments de preuve sur lesquels nous avons l'intention de le fonder. Donc, ils disposent de suffisamment d'informations. Le juge président, je vous remercie. Maintenant, je dois consulter mon confrère et ma consort. So we have been ready to... Le président. Donc, nous étions prêts à rendre cette décision orale au cas où il y aurait accord mutuel entre les parties, ce qui n'est pas le cas. Donc nous devons maintenant prendre en considération les objections présentées par la défense et nous rendrons une décision en temps voulu. Nous sommes bien entendu conscients de l'urgence de la question, donc je pense que nous allons rendre notre décision très très vite. Et oui, excusez-moi. Mr. Bourgon. Maître Bourgon. Désolé, Monsieur le Président, mais ma collègue a soulevé quelque chose de nouveau dans ses arguments. Et je pense qu'il serait bon que je puisse répliquer avant que vous ne rendiez votre décision. Donc ma contradictrice a dit que nous avions accès à leur thèse avec toutes les notes de bas de page, etc. Et ce, dans le cadre de l'audience de confirmation des charges. Mais cela représente en tout 116 documents qui sont utilisés tout le temps. Or, la thèse de l'accusation, elle, dont nous parlons maintenant, repose sur 7000 documents. Ils veulent... Alors, j'aimerais savoir ce qu'ils ont fait entre ces 116 documents et ces 7000 documents. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un mémoire préalable au procès afin de bien comprendre quelle est la thèse de l'accusation. Et afin d'être donc prêt au procès. Le président, très bien, nous allons prendre vos notes, vos remarques en compte. Point suivant, préparation des témoins. Donc l'accusation a déposé une demande aux fins de préparation de témoins sur laquelle la Chambre va d'abord recevoir des réponses écrites et ensuite va rendre une décision. Mais il nous semble que la défense voudrait d'abord aborder le sujet lors de cette audience. Vous avez la parole, Maître Bourgon. Oui, nous avons demandé la parole pour vous dire que nous allons répondre par écrit dans les délais de 21 jours prévus. C'est essentiel pour nous. Nous étions très proches d'un accord. Il y a encore deux problèmes qui n'ont pas été résolus. L'utilisation des notes de récollement et l'utilisation des vidéos. Alors nous allons incorporer cela à nos écritures. Donc, nous voulons. Le fait que ce protocole existe dans l'affaire Kenya ne signifie pas que ce soit la meilleure solution possible. Et c'est celle-ci que nous avancerons dans nos écritures. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous suis reconnaissant d'être optimiste. Et maintenant, pas de commentaires. Je vois de la partie adverse. Donc, nous pouvons passer au dernier point. La défense souhaitait aborder le modus operandi et le contenu des communications de la Chambre avec les partis participants et greffe. Vous avez la parole, Maître Bourgon. Oui, la décision a rendu hier une Chambre, une décision ex parte, donc je ne peux pas y faire référence aujourd'hui. Mais j'aimerais que soit consigné au dossier que la défense est extrêmement reconnaissante de cette décision car elle répond à un grand nombre de nos problèmes. Cela dit, la Chambre a déjà déclaré lors de la conférence de mise en état du 11 septembre 2014, que lorsque les partis voulaient s'adresser à la Chambre par courriel et non pas par écriture déposée officiellement, il convenait que ces courriels ne
comprennent aucun point de fond, à moins qu'une action urgente soit nécessaire. Nous sommes d'accord avec cela. Et nous sommes parfaitement d'accord avec ce que la Chambre avait dit aussi le 11 septembre. Et nous sommes très reconnaissants à la Chambre de nous permettre de communiquer par email avec elle. C'est extrêmement utile car cela nous permet de gagner beaucoup de temps. Mais pour être parfaitement transparent et dans l'intérêt de la justice, nous avions proposé la chose suivante. Toute correspondance échangée entre parties ou entre parties et les chambres ou parties et le greffe devrait tout le monde devrait être mis en copie en fait. Et si ce n'est pas possible, eh bien il faudrait qu'il y ait une écriture déposée officiellement. Ceci nous permettrait, si nous avons un email, de réagir à cet email. Si nous n'avons pas d'email et qu'il s'agit d'une écriture déposée sous scellé, au moins de demander à ce que cette écriture soit reclassifiée afin que l'on voit quand même... parce que nous ne voulons pas qu'il y ait juste un numéro qui ne correspondrait à rien. C'est dans l'intérêt de la justice. Le président, très bien, je vous remercie de cette proposition. Qu'avez-vous à dire, Madame Samson? Madame Sanction, non, je n'ai pas à répondre vraiment à cette proposition de la défense, sous réserve, bien sûr, de situations où il y a un point urgent ex parte. Condition que les représentants légaux des victimes ne soient pas oubliés dans les communications. Merci. Conformément à votre décision sur la participation des victimes. Merci. Président, merci. Le greffe, avez-vous des commentaires à faire sur cette proposition de Maître Bourgon? I see no comments. Okay. Il n'y a pas de commentaires à faire. Parfait. Donc, nous allons prendre cette proposition en compte. Il semble qu'il n'y ait pas d'objection. Enfin, nous allons y penser. Donc, avant de mettre un terme à cette conférence de mise en état, y a-t-il des commentaires ou des questions supplémentaires que vous aimeriez poser? Avez-vous des observations à faire? Je vois que non. Donc, nous en sommes... Ceci met un terme à notre audience. La Chambre organisera une nouvelle conférence de mise en état dans les mois à venir, sans doute en avril. Idéalement, en tout cas, ça devrait être en avril, pour s'assurer que le procès avance correctement, que les préparatifs du procès avancent correctement. Et donc, je remercie les parties et les participants de leur approche extrêmement proactive. Pour nous aider à ce que nous commencions le procès à l'heure prévue. Je remercie aussi Madame le greffier et toutes les équipes qui nous ont aidés dans le prétoire et hors du prétoire. Je vous remercie et la séance est levée.